TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo se rapproche de Singapour pour le bonheur de leurs entrepreneurs. Un mémorandum d'entente lie désormais les deux pays pour 5 ans. Les détails dans ce journal. Et puis, comment sont mises en œuvre les mesures restrictives dans les différentes administrations au Togo? La coordination nationale de riposte a entrepris une tournée d'inspection. La dernière étape à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 5 communications. Le compte rendu avec le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwada. Communiqué du Conseil des ministres du 14 avril 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 5 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a adopté l'avant-projet de loi portant Code de procédure civile. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l'outil judiciaire pour le rendre plus performant et améliorer le climat des affaires. Il introduit plusieurs innovations, notamment la fixation du montant des petits litiges en matière civile à une valeur maximale de 500 000 francs CFA en capital ou 50 000 francs CFA en revenu annuel. Par ailleurs, il instaure la possibilité pour les parties en procès de s'interroger entre elles ou d'interroger des témoins. Enfin, il met en place une meilleure protection des actionnaires minoritaires en procès contre leur société. Ce projet permettra de retirer du Code de procédure civile toutes les autres dispositions déjà prises en compte par d'autres textes spéciaux. Le Conseil a adopté en 2e lecture l'avant-projet de loi organique portant statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Cet avant-projet vise à renforcer l'excellence et le professionnalisme des magistrats en prévoyant une évaluation annuelle permettant ainsi de se conformer aux meilleurs standards en la matière. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret fixant l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. Ce projet de décret vise à compléter l'organisation administrative des services du médiateur de la République. Il lui permet de jouer pleinement et efficacement son double rôle de médiation entre l'administration et les usagers et de dépositaire des déclarations des biens et avoirs. Le Conseil a ensuite adopté le projet de décret fixant les taux de répartition des recettes fiscales et des recettes de prestations de services entre les communes, les districts autonomes, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales et l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Pour apporter une solution aux difficultés en matière d'assainissement, ce décret vise à organiser la répartition des recettes pour le financement du transport des ordures ménagères vers le centre d'enfouissement technique d'Aképe pour la zone du Grand Lomé et vers les décharges finales respectives pour les autres régions. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à l'adoption de la stratégie de la promotion de la consommation locale et son plan d'action opérationnel.
présenté par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Dans le but de faire la promotion du savoir-faire togolais et d'encourager la population à consommer les biens et services produits dans le pays, une stratégie nationale a été élaborée. Elle a pour objectif général de stimuler une production nationale de biens et de services diversifiés et compétitifs et de faciliter l'accès au marché local et international. Elle sera soumise prochainement au gouvernement pour son approbation. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à l'entretien et à la maintenance des bâtiments publics présentée par le ministre des Travaux publics. Elle a pour objet de faire le point sur la stratégie mise en place pour l'entretien et la maintenance des bâtiments publics, en l'occurrence les bâtiments administratifs, les hôpitaux publics et les établissements de grande envergure. Suite à cette communication, le Conseil a instruit pour un approfondissement de l'état des lieux des bâtiments publics afin d'affiner la stratégie qui sera mise en œuvre. Le Conseil a écouté une dernière communication relative à l'évolution de la pandémie à la COVID-19 dans notre pays et notamment sur la campagne de vaccination en cours. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu relatif à la visite officielle que le président de la République a effectuée en France du 7 au 9 avril 2021. Cette visite a eu pour temps fort l'entretien entre les deux chefs d'État, au cours duquel ils se sont réjouis des liens historiques d'amitié et de coopération de grande qualité qui existent entre la France et le Togo. Ils ont réaffirmé leur volonté de hisser les relations bilatérales à une échelle plus élevée à travers un partenariat renforcé et plus ambitieux. Une convergence d'analyse et de vues a été constatée entre les deux chefs d'État concernant la situation sécuritaire, notamment la recrudescence des menaces djihadistes et des attaques des groupes armés dans la région du Sahel. Le président de la République française a salué le rôle du Togo dans les efforts de paix et de sécurité dans la sous-région ouest africaine et a félicité le travail accompli par le contingent togolais au sein de la MINUSMA. Il a par ailleurs salué l'attractivité du Togo en matière de climat des affaires. Le chef de l'État a également eu un entretien avec le président du Sénat français qui a salué la décentralisation en cours au Togo avec la perspective des élections régionales et de la mise en place d'un Sénat. Il a marqué sa disponibilité ainsi que celle de son institution pour un partage d'expériences à la convenance des autorités togolaises. Sur le plan économique, des échanges ont eu lieu avec un nombre varié d'opérateurs français, notamment le directeur général de l'AFD, les dirigeants du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN, le président du groupe Sogea Satom, ainsi qu'avec des dirigeants de banques et fonds d'investissement, dont entre autres la Banque publique d'investissement, BPI, le fonds STOA, etc. Le dispositif Talents en commun a fait l'objet d'une signature entre les gouvernements français et togolais. Ces échanges ont permis de conclure 4 accords, notamment un protocole financier entre les deux pays, 2 conventions dans le domaine de l'énergie pour un montant total de plus de 80 millions d'euros et une déclaration d'intention entre les deux gouvernements relative à la convergence énergie digitale au Togo. Madame le Premier ministre a félicité au nom du gouvernement le chef de l'État pour cette visite réussie qui fait la fierté de l'ensemble des Togolais. Elle a encouragé les membres du gouvernement à se mobiliser pour le suivi afin de poursuivre la concrétisation des actions engagées lors de ce voyage officiel. Fait à Lomé, le 14 avril 2021, le Conseil des ministres.
Et le Conseil des ministres a adopté un projet de décret donc fixant les taux de répartition des recettes fiscales et des recettes de prestations de services entre les communes, les districts autonomes, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales et l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Qu'est-ce qui motive l'adoption de ce projet de décret? Eh bien, la question a été posée lors du point de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres et le ministre Aïwadan a répondu à la question. Je vous en propose un extrait. Qui dit décentralisation dit affectation de moyens, parce que les collectivités territoriales, les communes sont autonomes, entre guillemets, dans leur action au quotidien au service des concitoyens. Et pour pouvoir travailler, il leur faut des moyens. Et sur ce texte en particulier, qui va concerner exclusivement les recettes fiscales et les recettes de prestations de services, l'ambition, c'est de faire en sorte que les recettes qui sont collectées, vous savez, l'OTR collecte des recettes au plan national, des taxes et autres recettes assimilées, qui sont collectées au plan national. Une fraction de ces recettes est redistribuée à l'endroit des communes. Donc, au-delà de cette fraction qui est redistribuée à l'endroit des communes, il y aura une autre fraction qui sera distribuée pour les communes, mais affectée exclusivement à la gestion des ordures ménagères. Donc, ce texte vise à clarifier le taux de répartition de ces montants pour que chaque commune sache à tel terme quel niveau de rémunération ou de moyens l'État mettra à sa disposition pour la gestion de ces ordures ménagères. Et vous suivrez en fin d'édition l'intégralité de ce point de presse. C'est parti pour 5 ans de coopération. Le Togo renouvelle sa collaboration avec le Singapour. Un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère chargé de la promotion des investissements et Singapore Corporation Enterprise, un partenariat stratégique pour les deux pays qui se veut fructueux dans plusieurs secteurs. Voyons cela avec Ekoui Salah. Pour les 5 prochaines années, le Togo veut renforcer le partenariat avec le Singapour en matière de développement. Une volonté matérialisée par la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Promotion des investissements et les responsables de Singapore Corporation Enterprise depuis leurs pays respectifs. C'est un protocole d'accord dans lequel cette structure qui est basée à Singapour et qui a une structure d'État qui travaille pour le développement, l'accompagnement, le développement à l'export des entreprises singapouriennes, va s'atteler avec notre ministère pour essayer de créer un canal pour qu'il y ait un flux de mouvements entre les entreprises singapouriennes et les entreprises togolaises. L'objectif, c'est de pouvoir promouvoir l'investissement dans le secteur de l'agro-industrie, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des infrastructures. Autant d'axes de collaboration auxquels adhèrent des investisseurs singapouriens. Et pour l'occasion, des entreprises singapouriennes se sont exprimées sur leur partenariat, mais aussi sur leurs projets d'investissement au Togo. Donc nous avons eu l'opportunité d'entendre déjà des opérateurs économiques qui vivent au réel, je dirais, ce que nous voulons mettre en place avec ce partenariat. Nous avons une entreprise togolaise qui est l'entreprise Wafo, qui est vraiment, je dirais, l'exemple type d'un partenariat avec une entreprise singapourienne où l'entreprise est passée du commerce général à l'industrie avec le transfert de compétences, avec l'industrialisation. Une entreprise qui se développe bien, qui est vraiment une fierté. Nous avons également eu à entendre le projet PIA, qui est vraiment la traduction d'un partenariat avec Singapour. Olam est une entreprise singapourienne et qui est en train aujourd'hui de développer cette plateforme et qui va également travailler pour attirer des investisseurs singapouriens sur le Togo. Nous avons également entendu une autre entreprise Good qui est en train de travailler également sur des projets. Donc l'objectif essentiel, c'est de pouvoir mettre en spot la destination Togo sur ces marchés-là pour que ces entreprises connaissent le Togo, voient les potentiels et les opportunités qu'il y a au Togo et qui puissent venir au Togo. Le Togo se veut une destination privilégiée d'investissement avec beaucoup de facilités mises en place. Le gouvernement réitère son engagement pour que ce partenariat stratégique avec le Singapour soit une réussite.
C'est hier que le Premier ministre, présidente du Haut Conseil pour l'emploi des jeunes, a donné le ton aux activités de cet organe. Le Haut Conseil aura pour mission, entre autres, de faire des propositions au gouvernement pour assurer une meilleure promotion de l'emploi des jeunes au Togo. Le rappel avec Sonia Aminikou. Au cœur de cette rencontre, les questions de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes. Sous l'égide du Premier ministre Victoire Tomega Dobé, chef du gouvernement, le Togo inaugure ici le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes. Cet organe central de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, créé depuis 2016, a pour mission de veiller au respect des orientations de l'État en matière de l'emploi des jeunes au Togo. Il s'agit essentiellement de voir dans quelle mesure l'État à un très haut niveau puisse reprendre la question de l'emploi et le porter vers une situation de structuration de plein emploi dans notre pays. La démarche est saluée par les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Togo depuis des années dans ce sens. Partout dans le monde, le grand défi reste la promotion de l'emploi des jeunes, surtout en cette crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. La mise en place de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes au Togo est une énorme avancée dans cette direction. Elle confirme l'importance qu'accorde la République togolaise à l'harmonisation de différents mécanismes pour améliorer l'employabilité et l'auto-emploi des jeunes. Vos partenaires techniques et financiers que nous sommes, nous nous alignons à cette volonté du gouvernement togolais. Nous sommes prêts à vous accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes destinés à offrir aux jeunes une formation professionnelle de qualité. C'est d'ailleurs l'objectif principal du partenariat privilégié de réforme qui sera bientôt conclu entre l'Allemagne et le Togo. Depuis 2010, le Togo a fait de la question de l'emploi des jeunes une priorité. Pour le Premier ministre, présidente du Haut Conseil pour l'emploi des jeunes, l'initiative vise à mutualiser les ressources en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Le gouvernement a initié et mis en œuvre divers programmes qui visent essentiellement 3 objectifs: le renforcement de l'employabilité des jeunes, l'autonomisation économique des jeunes et le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales. Au rang de ces programmes, on peut citer notamment le programme d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, le PAEJ-SP, qui, en 4 années, a su créer un peu plus de 35 000 emplois directs et 600 000 emplois indirects. Et surtout, ceci s'est passé et se passe dans le secteur agricole. Nous pouvons citer aussi le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FAEJ, qui accompagne les jeunes. Également le mécanisme incitatif de financement agricole. Notre stratégie, tout en permettant l'amélioration du capital humain à travers plus de formation, une formation beaucoup plus adaptée, et de protection sociale, prévoit la mise en place de mécanismes et d'infrastructures pour plus de création d'emplois en s'appuyant sur les secteurs porteurs de croissance. Et c'est le cas de notre agriculture que nous voulons encore plus attractive et génératrice de plus de revenus pour les jeunes, pour les femmes. La plateforme industrielle d'Atikopé, dont les travaux sont en cours, est le véritable symbole de la vision intégrée que nous avons en associant la transformation des ressources locales, engagement de l'État et investissement privé d'acteurs de premier plan mondiaux pour une création massive d'emplois pour nos jeunes. Quand le Togo veut se positionner comme un hub d'innovation digitale, c'est d'abord au service de sa jeunesse. Quand le Togo s'est lancé
dans la modernisation de son agriculture, dans une approche basée sur les chaînes de valeur, c'est pour plus d'opportunités pour sa jeunesse. Dans la même dynamique, la création de la coalition nationale pour l'emploi des jeunes émanait de la volonté politique forte du gouvernement togolais de trouver des solutions holistiques, des solutions intégrées, cohérentes, tirant le maximum de profit des potentialités que regorge notre pays. L'une des phases la plus importante de cette session inaugurale du Haut Conseil est le lancement officiel du site web et de l'application Leling, une plateforme de services dédiée aux jeunes. Depuis 2010, le Togo a fait de la question de l'emploi des jeunes une priorité. Cela s'est traduit par la mise en place de mécanismes avec des résultats probants. 10 ans après, quels sont les impacts de cette politique nationale sur les jeunes Togolais? Différents acteurs intervenant sur la question se sont prononcés. Et c'est dans ce dossier de Sonia Aminikmo. Face à un marché de l'emploi de plus en plus saturé, entreprendre reste la meilleure option pour les jeunes, à en croire les spécialistes de la question. Et la jeunesse togolaise l'a si bien compris. Au Togo, au cours de cette dernière décennie, les jeunes sont davantage tournés vers les initiatives entrepreneuriales. Yao, jeune entrepreneur de 35 ans, s'est spécialisé dans l'agriculture. Entreprendre n'est jamais facile, mais ce qui anime, c'est le travail, la détermination qu'il faut et croire à sa vision. Et l'oreille attentive du gouvernement face à nos préoccupations a été un facteur stimulant, un catalyseur d'ailleurs de nos résultats, parce que nous avons trouvé cette proximité du gouvernement à appuyer nos actions en termes de lobbying auprès des partenaires techniques et financiers. Et cela donc nous a amené à réaliser les actions que nous avons prévues sur le terrain. On peut être autant employé, salarié qu'entreprendre. Mais quoi qu'on décide de faire, ce n'est pas facile. Il y a des difficultés. Mais le gouvernement a mis des mécanismes, des programmes en place pour accompagner. Et tant qu'on veut, tant qu'on y travaille, on peut y arriver. Moi, j'en ai bénéficié. J'ai bénéficié du Provonat, qui est aujourd'hui géré par l'Agence nationale de volontariat. J'ai été volontaire national au Togo, volontaire international en France. Et ça a contribué à me donner des capacités qui m'ont permis aujourd'hui d'être à ces responsabilités et de pouvoir gérer au mieux les tâches qui me sont confiées. Un engouement qui se justifie par l'amélioration du climat des affaires et de nombreuses réformes entreprises ces dernières années par le Togo. La question de l'emploi des jeunes est une question impérieuse pour un pays comme le Togo. Et le gouvernement a déclaré la guerre au chômage et au sous-emploi depuis plusieurs années à travers différents mécanismes et solutions qui sont mis en place. Le mot-clé aujourd'hui, nous le disons, c'est possible. À travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025, il est prévu la création de 500 000 emplois. Oui, c'est possible, nous l'avions dit et nous y croyons. Quand on parle, on prend la plateforme industrielle d'Adétikopé. Quand on prend tous les mécanismes qui viennent en appui au secteur agricole, le MIFA, le PAIES-SP, on arrive à couvrir un domaine bien élargi de catégories de jeunes qui sont en quête de solutions. C'est depuis 2006 que le Togo a inscrit l'emploi des jeunes au cœur de l'action gouvernementale. Ceci à travers la mise en place de plusieurs mécanismes et programmes. Une vision qui a pris corps grâce au soutien du secteur privé et des partenaires. Le message que le Conseil national du patronat du Togo tient à communiquer est avant tout un message d'espérance et d'encouragement à l'endroit de la jeunesse togolaise. Quant au secteur privé, dont le patronat constitue la fêtière, nous estimons que notre rôle consiste, en plus de la sensibilisation de nos membres à soutenir cet ambitieux programme du gouvernement, à mener les plaidoyers
et toute autre action nécessaire. Le plus gros créateur d'emplois, c'est le secteur privé. Et au Togo, on a remarqué que le gouvernement a fait beaucoup de progrès en matière d'amélioration de l'environnement des affaires et donc de création d'entreprises, ce qui veut dire aussi que par ricochet, il y a eu des efforts énormes en matière de création d'emplois, donc de facilitation de création d'emplois par les acteurs qui sont le secteur privé. Nous avons discuté aussi de la question de la formation technique et professionnelle, donc l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il y a par exemple beaucoup d'entreprises qui sont créées ici au Togo. Il y a des plateformes industrielles qui sont mises en place et qui vont demander de la consommation, de la main-d'œuvre. Et il faut bien sûr que cette main-d'œuvre soit qualifiée et adaptée pour les besoins du marché. Et nous, en tant que partenaires, nous sommes bien sûr disponibles à continuer à accompagner ces efforts. Grâce à ces efforts consentis, le taux de chômage au Togo est passé de 6,8 en 2006 à 3,9 en 2015, d'après l'enquête Cube. Malgré ces avancées, les défis restent certes à relever en termes de l'adéquation formation-emploi, et le pays s'y emploie. Le challenge pour ce secteur, conformément à la feuille de route du gouvernement 2025, consisterait, au-delà des réformes curriculaires, à se pencher véritablement sur des réformes de fond, notamment la revue complète des programmes. Et si la réforme des parcours est un succès au niveau des écoles, alors l'université recevra de meilleurs étudiants en revisitant ces différents parcours. Aujourd'hui, dans les universités publiques du Togo, nous vivons la réforme des parcours, notamment le parcours L et D et M, et nous en ferons davantage. Dans cette dynamique, l'initiative du Haut Conseil pour l'emploi des jeunes est une solution pour justement permettre une meilleure inclusion des actions en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes au Togo. Au sein des forces armées togolaises, certains agents sont spécialisés dans la gestion des armes et munitions. Ces spécialistes en poste dans les garnisons, unités et corps dans la 2e région militaire bénéficient d'une formation à Kara sur les nouvelles techniques d'une gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et munitions, une activité de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. À Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Un facteur important dans le contrôle des armes et munitions se trouve être la maîtrise de leur gestion. Le sujet préoccupe la CNLPAL, Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, de même que celui de l'auto-allumage des lieux de stockage. S'appuyant sur l'article 16 du traité sur le commerce des armes, la Commission a sollicité et obtenu du Fonds spécial d'affectation volontaire un financement pour la mise en œuvre d'un projet intitulé « Formation sur la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et munitions au Togo ». Cette rencontre est tenue à ce titre. Elle concerne les armuriers se trouvant dans la région militaire qui va de Blita à Saint-Cassé. Le monde sécuritaire aujourd'hui est à dure épreuve et la circulation des armes légères est la cause de beaucoup d'infractions et de morts dans nos populations. Les nouvelles techniques de gestion doivent être connues par le personnel spécialisé afin de limiter les risques et les accidents qui peuvent se produire et aussi d'éviter que ces armes se retrouvent dans des mains illicites pour la criminalité. À travers cette formation, il s'agit pour le Togo, par le biais de la CNLPAL, d'adopter une philosophie de diligence et d'anticipation des événements aux conséquences difficilement remédiables. Le présent atelier vise de manière spécifique à inculquer aux agents de nouvelles techniques de gestion des stocks d'armes et de munitions, augmenter leur degré de responsabilité en matière de gestion sûre et sécurisée des stocks, impliquer les agents dans le processus de prévention des risques liés à la gestion des stocks d'armes et munitions, notamment le détournement d'armes et de munitions, l'auto-allumage des lieux de stockage, etc.,
et améliorer enfin la chaîne de coordination des services de gestion des armes et de munitions. Se basant sur le profil des participants, le président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre se dit convaincu qu'au terme de cette session de formation, ils sortiront pétris de bonnes pratiques qui contribueront à l'amélioration de la sécurité physique des armes et munitions au Togo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique ce mercredi 14 avril 2021 en exécution de la réquisition numéro 063/PR/2021 en date du 13 avril 2021 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kpalimé. Les forces de défense et de sécurité ont conduit des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité dans les quartiers Agoué, Kondi et Lomnava de la ville de Kpalimé, préfecture de Kloto. Ces opérations de contrôle de zone dont le but est de préserver la paix, la sécurité et la quiétude des populations et de protéger leurs biens dans notre pays face aux menaces sécuritaires de tout genre, ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires. Elles se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des textes en vigueur. Dans les secteurs visités, les opérations ont permis d'interpeller 166 personnes et de saisir divers objets. Il s'agit notamment d'un fusil de fabrication artisanale, des armes blanches, du cannabis, de 4 machines à sous, d'un tricycle et de 153 motos sans pièces afférentes ainsi que des effets militaires. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la Gendarmerie nationale pour enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de la ville de Kpalimé pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à contribuer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à l'effort de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays. L'équipe de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 a achevé sa tournée dans les administrations ce jour. Le port autonome de Lomé et le Haut Conseil pour la mer étaient les derniers services visités. Il était en clair question de faire le suivi des dispositions prises par le gouvernement depuis le début de cette pandémie, mais également constater la mise en place des comités de veille dans les différents services et surtout rappeler et sensibiliser davantage les différents personnels sur la nécessité de se faire vacciner. Le point avec Antoinette Romao. Vovor. C'est une visite de suivi et de sensibilisation de l'équipe de coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 dans les services de l'État. Que ce soit au port autonome de Lomé ou dans les locaux du Haut Conseil pour la mer, des dispositions sont prises pour contenir la maladie à coronavirus. Il y a des sensibilisations qui se font de façon inopinée avec des véhicules sonorisés sur toute la plateforme portuaire. Et de temps en temps, il y a des descentes inopinées pour voir si les gens respectent vraiment les mesures barrières. Et le port a mis en place également un centre d'isolement pour pouvoir prendre en charge les différents cas et faire le prélèvement test Covid pour les marins de façon rapide. Ici et partout d'ailleurs, le constat est satisfaisant. Au niveau de toutes les administrations, les mesures sont prises. Toutes ces décisions du gouvernement sont connues de toutes les administrations. Et la circulaire de Madame le Premier ministre a été reçue et les comités de veille pour la plupart des administrations sont mis en place par acte administratif. Il y en a encore qui sont en cours de mise en place. Et nous avons encouragé donc tous ceux que nous avons rencontrés à procéder à la mise en place de ces comités de veille parce que c'est important d'avoir des gens au quotidien qui rappellent les mesures barrières, qui veillent au fonctionnement des dispositifs de lavage à main et surtout qui sensibilisent constamment tout le monde, notamment par rapport à la vaccination aussi. Toutes les administrations que nous avons visitées, nous avons pu constater que
soit au niveau interne à l'administration, la vaccination a été organisée, ou bien la sensibilisation a été faite pour que les collaborateurs aillent se vacciner dans des centres dédiés. Et globalement, nous avons constaté une adhésion forte au niveau de toutes les structures à la stratégie de vaccination, ce qui est très encourageant. Au-delà de la vaccination, qui est l'une des stratégies pour une sortie de crise sanitaire, le rappel au quotidien au respect des gestes barrières reste aussi important. Le respect des mesures barrières, notamment le port du masque, est aujourd'hui quasi systématique dans les administrations publiques. Et les gens ajustent correctement leur cache-nez. On sent réellement une prise de conscience et nous voulons en tout cas saluer ces exemples qu'on a vus et encourager tout le monde. Aujourd'hui, nous savons que le virus circule très activement dans notre pays et nous avons des craintes par rapport aux variants qui existent. La seule protection, c'est que tout le monde porte correctement son cache-nez quand il est en public quelque part et que le lavage des mains soit systématique quand on passe d'un lieu à un autre et naturellement la distanciation sociale qu'il faut assurer également. L'appel est donc lancé à toute la population togolaise à ne pas baisser la garde afin de combattre cette pandémie par le lavage des mains, le port obligatoire des masques et le plus important, la vaccination. Et comment se déroule justement cette opération de vaccination sur le terrain? Une de nos équipes de reportage s'est rendue hier dans les centres médico-sociaux de l'Egbasito, Vakosito et à la polyclinique Agoué des Makboué. Le point de la tournée donc sur le terrain avec Gisèle Kozona et la voix de Marie-Ange Bida. Centre médico-social de l'Egbasito. Professionnels de santé et patients sont au rendez-vous. Chacun se prépare pour sa dose de vaccin AstraZeneca. Yves, comme beaucoup d'autres, se sont prêtés à l'exercice. La vaccination, c'est un moyen préventif et aussi c'est un devoir civique et un devoir que nous devons tous faire pour protéger la population contre la pandémie. Kimesoa Douti, très jeune, décide d'emboîter le pas à ses aînés en se faisant vacciner. Une décision qu'elle a prise elle-même. La maladie ne connaît pas l'âge. Toi-même, tu es conscient de ta vie. Tu dois venir vacciner. Chacun est libre de faire le choix. Mais la participation de chaque personne vise également à éviter la propagation du virus. Et ici, au CMS l'Egbasito, aucun effet secondaire grave lié à la vaccination n'est observé depuis le début de la campagne, selon la représentante du centre. Au niveau des sites de vaccination, il y a ce qu'on appelle les médicaments d'urgence. Ces médicaments permettent, par exemple, s'il y a un état de choc, de pouvoir réagir promptement. En dehors de cela, comme les signes ne se manifestent pas chez tout le monde, donc on dit aux personnes vaccinées, une fois que vous arrivez à la maison, s'il y a un souci, vous pouvez revenir au centre et quand ils reviennent, on les prend en charge immédiatement. C'est le même processus ici, à Agoué des Makboué. L'on remarque également une affluence. Après l'enrôlement, Mazama Esso s'est fait vacciner. Non, les gens m'ont découragé beaucoup, mais j'ai dit, moi aussi, je vais me faire vacciner. Il vaut mieux se faire vacciner que d'écouter les rumeurs d'à côté. Bien qu'ils soient nombreux à sortir, certains sont toujours réticents. Il n'y a pas de vaccin sans effet secondaire, affirme ce responsable de centre. Moi-même qui suis ici, je me suis vacciné le 11 passé, le 11 mars. J'ai eu juste des douleurs au point d'injection. Et ça s'est passé le lendemain, c'est passé. Donc d'autres peuvent avoir des maux de tête légers, d'autres peuvent avoir des courbatures, mais on n'a pas eu vraiment d'effets secondaires graves. Il y avait un engouement, un monde fou, que tout le personnel du CMS sont mis pour pouvoir les vacciner. Nous sommes en rupture. La direction est en train de nous convoyer les vaccins pour continuer la suite. La première phase de la campagne de vaccination bat son plein dans les établissements sanitaires du Togo. Pour ceux qui ont déjà reçu leur première dose d'AstraZeneca, il leur faudra attendre 2 mois pour avoir droit à la deuxième dose.
Et la campagne nationale de vaccination gratuite contre le coronavirus a été élargie en fin de semaine dernière aux populations de 30 ans et plus dans le Grand Lomé et à l'intérieur du pays. Dans la région des Savanes, par exemple, les opérations de vaccination ont débuté dimanche et se sont poursuivies lundi dans les 7 districts sanitaires. Les précisions avec ce reportage de Chaz Nampaga. Nous sommes ici à la polyclinique de Dapaon dans la région des Savanes. L'engouement des populations autour de la vaccination contre le coronavirus est palpable. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'éprouve en ce moment. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci aux autorités de l'État qui ont mis à la disposition des populations ces vaccins contre la Covid. Après la vaccination, on nous a dit de se reposer pendant 15 minutes avant de partir. Donc j'ai déjà fait les 15 minutes. Et je me sens bien. Après un mois de vaccination et plus de 100 000 personnes inoculées, aucun effet indésirable majeur n'est à signaler. Cependant, des dispositions sont prises par précaution pour veiller au bien-être des personnes qui se font volontairement immuniser. On leur a demandé d'attendre 15 minutes après la vaccination avant de partir pour qu'on les observe. Mais après ces 15 minutes, on n'a pas eu d'effet secondaire. Arrivé à la maison, s'ils ont eu des effets secondaires, ils peuvent toutefois revenir pour qu'on les prenne en charge. La prise en charge est gratuite. Même mobilisation des populations au centre hospitalier régional CHR de Dapaon. On attendait patiemment pour être vacciné. Et heureusement, Dieu a fait que le vaccin est venu et je suis vacciné, je suis content. Avant la vaccination, compte tenu de ce que les gens disaient, moi aussi j'avais peur. J'ai vu que beaucoup de gens aussi, ils ont piqué, mais il n'y a rien. Et ça m'a pris. Les gens cherchent à se faire vacciner. Ils ont compris que la meilleure façon d'éviter cette maladie, c'est de se faire vacciner. Les vaccins aussi sont insuffisants. Donc sur ceux-ci, on pouvait nous doter en quantité suffisante de vaccins, ça pouvait nous arranger encore. Nous plaidons par rapport à l'engouement de la population que davantage de doses soient envoyées. Nous remercions le gouvernement et le chef de l'État. Dans les 7 districts sanitaires de la région des Savanes, ce sont les personnes âgées de 30 ans et plus, avec ou sans comorbidité, qui ont reçu leur première dose d'AstraZeneca. Nous avons démarré hier, mais il faut dire que l'engouement autour de la vaccination est important. Et on sent combien la population veut se faire vacciner. Le Togo ambitionne, avec cette campagne de vaccination gratuite, d'atteindre une couverture de 60% et plus de sa population afin d'acquérir l'immunité collective, condition sine qua non pour rompre définitivement la chaîne de contamination du Covid-19 au Togo qui n'a que trop duré. Et à ce jour du mercredi 14 avril 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 214. 89 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 9 543. 79 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 2554 et le nombre de décès est de 117. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi donc le compte-rendu du Conseil des ministres. Un point de presse animé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwada. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Yannick Agbouka de la presse Open News. Vous avez fait référence à deux avant-projets de loi. D'abord, le premier est relatif au code de procédure civile. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va changer dans l'appareil judiciaire avec cette nouvelle adoption. Et secondo, pour le second avant-projet de loi aussi relatif aux magistrats et aux Cour des comptes, qu'est-ce qui se fera concrètement à ce niveau? Le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi portant Code de procédure civile. Vous savez, dans notre pays, le Code de procédure civile actuel date plus de 40 ans. Et ce Code de procédure civile n'est plus en phase avec les réalités économiques de notre pays. Donc l'opportunité de
son évolution, de sa modification, s'est imposée. Et à ce titre, le ministère de la Justice a fait des propositions, évidemment après concertation avec les différents acteurs de notre système judiciaire, pour que nous puissions avoir désormais un code de procédure civile qui reflète les réalités et qui nous permette non seulement d'améliorer notre système judiciaire, de le rendre plus performant, mais aussi d'améliorer le climat des affaires. Ce qui permet d'introduire un certain nombre d'innovations dont nous avons parlé dans le compte-rendu. La fixation du montant des petits litiges, par exemple, qui est déterminante, cette fixation. L'introduction de la possibilité pour les parties d'interroger des témoins ou alors de s'interroger entre elles. La protection de l'associé minoritaire lorsqu'il introduit une action en justice contre sa propre société, pour faire en sorte que lorsque cette action est justifiée, mais au terme de laquelle il n'a pas gain de cause, que les dépens soient fixés pour la société, que ce soit la société qui paie les dépens. Donc au total, on a ici un ensemble de mesures, il y en a d'autres, qui permettent de porter notre code de procédure civile à des standards qui sont plus actuels et qui nous permettront notamment d'améliorer le climat des affaires. La deuxième question concernait les magistrats de la Cour des comptes. Ce projet de loi qui va porter sur le statut de ces magistrats-là, d'abord, va nous permettre d'améliorer le fonctionnement de cette institution, qui est une institution clé de la République, qui vérifie les comptes de la République et qui, pour fonctionner, a besoin d'un certain nombre de dispositions législatives. Donc, l'ambition, c'est de faire en sorte que l'on ait des magistrats avec un niveau de professionnalisme avéré, avec des mécanismes de contrôle, des mécanismes de formation, d'évaluation aussi, mais aussi avec un certain nombre de dispositifs qui nous permettent d'éviter, par exemple, les conflits d'intérêts, parce que les questions qui sont en jeu ici sont des questions importantes, des questions de gestion de la chose publique. Donc, nous avons une série de dispositions ainsi intégrées dans cet avant-projet de loi organique qui permettront d'apporter des correctifs. Je suis Joseph Messan-Boboy, le directeur de publication du journal Imagine Demain. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le projet de décret fixant les taux de répartition des recettes fiscales et les recettes de prestations entre les communes, les fonds d'appui aux collectivités territoriales, etc. Vous savez, depuis 2019, avec la loi sur la décentralisation et avec l'effectivité des élections communales, régionales à venir, nous sommes entrés de plein pied dans la décentralisation. Et cette décentralisation implique une nouvelle organisation à l'échelle nationale. Nous étions dans un système de déconcentration et aujourd'hui, nous avançons pleinement vers la décentralisation. Mais qui dit décentralisation dit affectation de moyens, parce que les collectivités territoriales, les communes sont autonomes, entre guillemets, dans leur action au quotidien au service des concitoyens. Et pour pouvoir travailler, il leur faut des moyens. Et sur ce texte en particulier, qui va concerner exclusivement les recettes fiscales et les recettes de prestations de services, l'ambition, c'est de faire en sorte que les recettes qui sont collectées, vous savez, l'OTR collecte des recettes au plan national, des taxes et autres recettes assimilées, qui sont collectées au plan national, une fraction de ces recettes est redistribuée à l'endroit des communes. Donc, au-delà de cette fraction qui est redistribuée à l'endroit des communes, il y aura une autre fraction qui sera distribuée pour les communes, mais affectée exclusivement à la gestion des ordures ménagères. Donc, ce texte vise à clarifier le taux de répartition de ces montants pour que chaque commune sache à tel terme quel niveau de rémunération ou de moyens l'État mettra à sa disposition pour la gestion de ces ordures ménagères. Moi, c'est Yves Dessous, Leblanc. Je suis journaliste à la radio Canal FM. Je vais réagir sur le second projet de décret portant le service et l'organisation du médiateur de la République. Est-ce que ce projet de décret vient redéfinir la mission
du médiateur de la République? Aujourd'hui, les missions du médiateur de la République ne sont pas chamboulées en réalité. Ces missions existent, elles sont complétées, puisque désormais, le médiateur de la République accueille les déclarations des avoirs et biens des personnes publiques et assimilées. Et pour que le médiateur de la République puisse recevoir ces déclarations, il fallait que les textes organisant les services du médiateur de la République soient revus pour prévoir justement cette nouvelle compétence qui lui est assignée. Donc ce décret va dans ce sens-là, dans le sens de la réorganisation des services du médiateur pour que ces services puissent effectuer cette nouvelle mission dans de bonnes conditions. Nous savons que l'un des sujets d'entretien entre le président de la République togolaise et le président de la République française est la situation sécuritaire dans la sous-région. J'aimerais savoir pourquoi cette situation sécuritaire dans la sous-région constitue-t-elle une priorité pour le Togo ou pour le gouvernement? La situation sécuritaire au Sahel a été au cœur des échanges entre le chef de l'État togolais et son homologue français. Et cette question est importante pour le gouvernement, tout simplement parce que nous vivons dans une sous-région. Nous vivons dans une sous-région, nous sommes au cœur même de cette sous-région. Nous le savons très bien, nous avons des frontières. Et il n'est pas faux de dire que nos frontières peuvent être artificielles. Et les événements qui se déroulent au-delà de nos frontières nous concernent directement. Les échanges en termes de marchandises, en termes de circulation de personnes sont quasi quotidiennes. Donc au fond, lorsque l'État togolais s'engage sur un théâtre d'opération au Mali, l'État togolais est dans la prévention. L'État togolais fait en sorte que les menaces qui existent hors de nos frontières puissent être circonscrites très rapidement pour éviter la contagion, non seulement vers notre pays, mais aussi vers la sous-région. Donc, l'important, c'est tirer véritablement de cette nécessité de faire en sorte que nous évitions la contagion. Le chef de l'État a pris l'engagement lors de son séjour à Paris de contribuer à la sécurité et du maintien de la paix dans la sous-région du Sahel, en renforçant l'aménagement de 1100 hommes. Est-ce que ces 1100 hommes seront prélevés de l'effectif actuel de notre armée? Si oui, est-ce que cela ne va pas fragiliser notre sécurité interne? Relativement au contingent togolais au sein de la MINUSMA, les 1100 hommes dont il est question dans les communiqués que vous avez pu voir circuler sont déjà déployés sur le théâtre des opérations. Donc le Togo a déjà 1100 hommes sur le terrain. Pour l'heure, il n'est pas question de prélever à nouveau 1100 hommes sur l'effectif de nos forces de défense et de sécurité, mais il s'agit d'une mission de maintien de la paix. Et en fonction des besoins, l'État jugera de l'opportunité d'enrichir son contingent sur place ou pas. Et dites-nous, quelles sont les grandes lignes de cette stratégie et pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de consommer local? Depuis plusieurs années maintenant, la question du consommer local est au cœur de l'agenda du gouvernement. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens-là. Et lorsque vous regardez attentivement la feuille de route, elle est articulée pour favoriser l'émergence des talents locaux, pour faire en sorte que la production nationale puisse générer des emplois sur place. Et pour que cette production puisse générer de l'emploi, il faut qu'elle soit consommée aussi localement. Évidemment, on peut envisager qu'elle soit exportée. Donc, pour concrétiser tout cela et pour avoir une feuille de route sectorielle précise, il a été élaboré une stratégie nationale. Une stratégie nationale avec des éléments opérationnels déclinés dans le temps pour que cette vision qui est tournée vers la consommation locale puisse être concrète. Et cette stratégie nationale, on peut la décliner en 3 axes. Le premier axe consiste d'abord à renforcer les capacités opérationnelles, les capacités institutionnelles des acteurs locaux. Le deuxième axe va consister notamment à stimuler la productivité locale. Et sur le deuxième axe, on a déjà des éléments clés. La carte de la fertilité des sols est un élément déterminant pour régler cet axe-là.
Le troisième axe va consister à avoir des mécanismes qui permettent, en fonction de la production, de réduire les importations et de favoriser les exportations. Vous le savez, lorsque nous exportons, nous créons forcément de l'emploi chez nous. Nous tirons le meilleur des chaînes de valeur que nous avons pu mettre en place sur les produits locaux. Donc, toutes ces stratégies sont tournées vers la consommation locale parce que c'est celle-là qui va nous permettre de créer des emplois, de générer de la richesse et de la ressource sur le territoire. Ma question est de savoir, est-ce que le vaccin contre la COVID-19 deviendra-t-il obligatoire au Togo? La campagne de vaccination se poursuit. Permettez-moi de le rappeler, le gouvernement invite les populations à continuer à se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des moyens que nous avons pour freiner la circulation de ce virus. Pour ce qui est du caractère obligatoire de la vaccination, la position du gouvernement est claire. La vaccination, elle est obligatoire, mais le gouvernement ne contraint personne à aller se vacciner. Le challenge pour le gouvernement, c'est de faire en sorte qu'une telle mesure, qui est une mesure de santé publique, qui est une mesure collective pour éviter des pertes en vies humaines, une surcharge de nos équipes médicales, qu'une telle mesure puisse susciter l'adhésion des uns des autres. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse adhérer à la campagne vaccinale. Mais le gouvernement se réserve le droit de rendre obligatoire le vaccin dans un délai qu'il jugera opportun si, une fois que les consultations seront faites, la décision est prise. Donc aujourd'hui, le vaccin est obligatoire, mais il n'est pas forcé. Mais le gouvernement jugera de l'opportunité de rendre obligatoire le vaccin. Nous savons tous que la plupart des bâtiments publics sont en location. Est-ce que l'entretien de ces bâtiments est à la charge du gouvernement ou des propriétaires de ces bâtiments? Les bâtiments qui abritent les services administratifs, pour certains, effectivement, sont des bâtiments en location. Et vous le savez, à partir du moment où c'est une location, il y a un contrat qui va s'établir entre l'État et la personne privée. La stratégie qui est en train d'être mise en place actuellement, en termes de maintenance et d'entretien des bâtiments publics, est une stratégie qui est appelée à être étendue aux bâtiments loués par l'État. Cela va de soi. Mais la particularité qu'il faudra observer sur cette stratégie, c'est que pour pouvoir décider d'une méthodologie d'entretien et de maintenance de ces bâtiments, il faudra mettre dans la boucle les propriétaires de ces bâtiments. Et l'État veillera à ce que ce travail collégial soit fait pour que les bâtiments soient entretenus et maintenus. Et voilà, c'est sur donc l'intégralité de la conférence de presse que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.